Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Aujourd'hui, le sujet est peu gai, mais a pour objectif d'être pédagogique et surtout optimiste, tant les avancées en la matière sont importantes. Le cancer est la première cause de mortalité chez l'homme, selon une étude de l'OMS publiée en 2010. Une étude récente a montré que le cancer est également la première cause de mortalité chez le chien aux États-Unis. Nous partons donc à la rencontre du docteur David Sayag, vétérinaire oncologue, au centre hospitalier vétérinaire Advesia, situé en région parisienne. David va nous expliquer pourquoi mon animal a un cancer et que peut-on faire pour le traiter. Suivez-moi. Bonjour David. Bonjour Valérie. Je te remercie de nous accueillir dans le service d'oncologie d'Advesia. Bienvenue. Donc David, tu es vétérinaire oncologue spécialiste. Je viens donc te parler de la cancérologie chez nos carnivores domestiques. Et en particulier, j'aimerais savoir pour quelles raisons diagnostique-t-on de plus en plus de cancers chez nos carnivores domestiques? Bien, on n'a pas encore les réponses à toutes ces questions, mais il est clair qu'on en diagnostique plus, ça c'est vrai, c'est scientifiquement démontré. Probablement parce qu'on les détecte mieux, plus précocement. On a une amélioration de la prise en charge globale de tous nos animaux de compagnie, donc dans la chaîne de soins en médecine vétérinaire. Il y a aussi eu le développement des spécialistes en oncologie en France, qui est une spécialité débutante, balbutiante, et le développement de centres d'oncologie adaptés. Et puis, il y a aussi un fait que les animaux de compagnie sont souvent des races qui sont sélectionnées. Et donc, dans ce contexte-là, on a des prédispositions génétiques qui émergent. Il faut considérer chaque cancer racial comme étant potentiellement un cancer familial, un équivalent d'un cancer familial chez l'être humain. Et les animaux de compagnie partagent aussi notre environnement, donc cet environnement qui est commun, qui peut être à l'origine potentiellement de certains cancers. Alors comme tu le disais, tu as anticipé ma question qui était sur les facteurs environnementaux que l'on partage avec nos animaux, puisque évidemment il y a une certaine pollution environnementale qui, on le sait bien chez l'homme, peut aussi engendrer des cancers. C'est pareil chez l'animal, on a des exemples concrets d'ailleurs. Exactement, oui. Alors, même si les études sont encore balbutiantes, parce que certaines études ne sont pas forcément parfaitement carrées, et puis c'est très difficile d'étudier l'impact de l'environnement chez les animaux atteints de cancer, puisqu'on sait que le cancer est avant tout une maladie génétique et multifactorielle. Cependant, on a quand même des études qui ont mis en évidence l'impact de l'exposition à certains pesticides anciens qui sont actuellement plus trop utilisés. Tu penses aux dioxines en particulier? En particulier également, pour tout ça, les rejets de certains incinérateurs de déchets. Ça a été très bien démontré notamment par une équipe de recherche de l'école vétérinaire de Lyon, où on a en fait les pics de fréquence et d'incidence des lymphomes chez le chien sont similaires d'un point de vue géographique avec ceux chez l'homme et correspondent aux zones où il y a la plus forte densité d'incinérateurs rejetant de la dioxine, par exemple. Il y a un impact potentiellement du climat également qui peut jouer. Il y a un impact de l'alimentation qui a été démontré dans certains cancers. Notamment, on peut penser notamment au cancer de la vessie. Chez les chiens, où on a démontré que ceux qui étaient nourris avec des légumes au moins 3 fois par semaine avaient un risque plus faible de développer ce type de cancer. Mais encore une fois, avant tout, ça reste une maladie génétique. L'environnement a un impact inconnu, mais c'est avant tout une origine dans les gènes. Alors, on parle d'origine génétique. Je voudrais venir sur un cas particulier dont on a eu l'occasion de discuter un peu tout à l'heure. C'est le bouvier bernois. Est-ce que, par exemple, c'est une race que j'aime beaucoup, mais c'est une race qui est assez prédisposée justement de par ses liens familiaux justement à certains cancers?
Alors malheureusement, oui. Et puis, autant le bouvier bernois est prédisposé à de nombreux cancers, les lymphomes, les mastocytomes, mais surtout le sarcome ischiocytaire. Chez le bouvier bernois, clairement, on voit l'origine génétique de tout cela, car il s'agit d'une sélection très probablement des mâles et femelles, des couples alpha qui ont servi à faire la race, qui font qu'aujourd'hui, on a plus de 60% des bouviers bernois qui vont développer un cancer au cours de leur vie, ce qui est énorme. C'est la première cause de mortalité dans cette race. Alors, ce sont des chiens adorables, mais on sait aussi que 25% d'entre eux vont faire un sarcome ischiocytaire, qui est un cancer fulgurant et incurable actuellement. Donc, c'est un drame quand même à chaque fois que l'on se retrouve face à ce type de diagnostic. Après, j'avais aussi, au cours de ma carrière, moi j'ai exercé au Canada et on fait des croisements entre le Labrador et le bouvier bernois au Canada, pour faire ce qu'on appelle des labernois. Et on a également vu que les croisements qui avaient été faits probablement aussi avaient impliqué des animaux porteurs de certaines anomalies génétiques qui font que le sarcome ischiocytaire est également extrêmement fréquent. Ça peut être 4, 5, 6 cas par semaine au Canada et notamment au Québec. Donc ce sont des cancers qui sont très étudiés chez le bouvier bernois grâce à une équipe de génétique au CNRS à Rennes qui font un travail extraordinaire là-dessus mais ça montre encore la complexité. Le traitement n'existe pas encore. Non. Alors justement, on va parler de traitement de manière succincte puisqu'on va l'aborder dans un prochain épisode ensemble. Quels sont, de manière résumée, David, les paramètres que tu prends en compte quand tu envisages un traitement d'un cancer chez je pense en particulier aux chiens et aux chats, et ici ça pourrait être extrapolé à d'autres cas. En fait, ce qui est très important, c'est de garder à l'esprit qu'on ne va jamais appliquer une recette toute faite. Notre objectif est d'appliquer un traitement, une stratégie de traitement qui sera adaptée à l'animal, personnalisée. Et pour cela, on a besoin d'avoir un diagnostic le plus précis possible. Ce diagnostic, il va dépendre bien entendu de l'analyse d'une biopsie ou d'un prélèvement, d'une ponction, qui nous permet d'identifier, de mettre un nom sur le cancer. Et une fois que l'on a mis un nom sur ce cancer, il y a 3 grandes catégories de critères qui vont rentrer en ligne de compte pour déterminer le meilleur traitement, la meilleure approche. D'abord, ce que l'animal peut tolérer, parce qu'on ne traite pas un cancer, on traite un animal qui a un cancer, donc on considère l'animal dans sa globalité. Est-ce qu'il y a des maladies présentes en parallèle? C'est sûr qu'on ne va pas traiter de la même façon un chat qui a une insuffisance rénale et un cancer, ou un chat qui a juste, entre guillemets, un cancer. On va également prendre en compte les paramètres liés à la tumeur, et donc là c'est plus l'aspect médical, donc à la fois les paramètres que l'on peut avoir nous d'un point de vue histopathologie, donc à la biopsie, vraiment pour cela, mais également les paramètres cliniques liés au bilan d'extension, qui est vraiment indispensable, la présence ou non d'une généralisation du cancer. Et enfin, le dernier paramètre, probablement l'un des plus importants, c'est lié au maître, aux responsables des animaux. C'est eux qui ont la décision finale. Nous sommes là pour les informer, leur expliquer tout ce qui est possible en respectant leurs souhaits, selon leur philosophie, selon les coûts également des traitements qui rentrent en ligne de compte, pour que la discussion soit toujours la plus sereine possible et la plus honnête possible en consultation. Parce qu'effectivement, le traitement d'un cancer, d'un carnivore domestique, ça demande de la part du propriétaire beaucoup de pédagogie, ce que tu fais à chaque fois dans ton service, mais ça demande également un fort investissement en temps, un fort investissement émotionnel aussi, ce qui n'est pas simple. J'allais te demander justement, pour expliquer à nos éditeurs, il y a 2 types de traitements possibles, le traitement palliatif, le traitement curatif. Est-ce que de manière succincte, tu pourrais nous expliquer en quoi consiste un traitement curatif, en quoi consiste un traitement palliatif Oui, alors on va commencer par le traitement palliatif parce que malheureusement c'est quand même le plus courant chez nous en oncologie vétérinaire, bien qu'il faille
complètement oublié l'emploi du terme palliatif que l'on a en médecine humaine. Ouais. C'est-à-dire un traitement palliatif n'est pas équivalent à des soins palliatifs. Un traitement palliatif, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que l'on va prendre en charge le cancer de l'animal sans forcément obtenir une guérison ou une rémission clinique définitive à long terme. Donc, voilà, on va prendre en charge ce cancer. Mieux vaut parfois bien vivre avec son cancer plutôt que de vouloir nettoyer entre guillemets l'organisme de toutes cellules cancéreuses et que finalement on se retrouve avec des effets secondaires trop importants. Donc ces traitements palliatifs, ils sont très courants, ils sont très communs. Ils peuvent inclure différents types de traitements que l'on discutera ensemble dans une prochaine rencontre, mais ils représentent pas loin de 70% de l'ensemble de nos prises en charge actuellement. D'accord. Lors d'un traitement curatif, par contre, notre objectif, c'est réellement d'obtenir une guérison ou alors une rémission de suffisamment longue durée. Alors autant chez l'homme, on peut évaluer les survies à 5 ans ou à 10 ans. Chez le chien et chez le chat, on évalue les survies à 2 ans. On estime que si pendant 2 ans, on arrive à ne plus avoir de signes du cancer, alors à ce moment-là, on était vraiment curatif. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des sorties de rémission ou des récidives plusieurs années après, voire le développement de métastases parfois. Mais voilà, et c'est par exemple le cas lorsque l'on prend en charge une tumeur mammaire chez la chienne, des carcinomes mammaires de bas grade, donc des cancers de la mamelle, peuvent complètement être guéris avec une chirurgie. C'est le cas également pour des tumeurs de la peau qu'on appelle des mastocytomes. Ils se guérissent lorsqu'ils sont de bas grade, qui n'ont pas fait de métastase, qu'ils ont un faible risque de récidive et de métastase, donc il y a différents critères qui nous permettent de déterminer cela, mais on est sur une perspective curative. Oui. Et donc parfois on a même des bonnes surprises parce qu'on évalue parfois des espérances de vie, comme tu le disais, à 2 ans, et on peut parfois aussi avoir des espérances de vie un peu supérieures chez certains animaux. Et moi, ce que je remarque dans tout ton discours, c'est que la qualité de vie de l'animal est aussi le premier critère que tu prends en considération quand tu fais un traitement. On y reviendra dans notre épisode sur la chimiothérapie, où on détaillera un peu plus le traitement. Mais c'est vrai que tu fais toujours attention à ce point. Pour terminer sur ce point-là, en 2 mots, David. La qualité de vie, le respect de la qualité de vie, c'est la philosophie absolue, c'est presque un dogme, c'est érigé en tout cas en dogme en oncologie vétérinaire, c'est notre priorité. On est là pour offrir une meilleure qualité de vie aux animaux et de veiller à ce que leur fin de vie soit la plus digne possible. Donc on ne va absolument pas faire les mêmes traitements qu'en médecine humaine. L'armature des traitements est identique, mais leur intensité est différente, de façon à ce que ce soit parfaitement toléré. Il faut que l'on ait le moins d'effets secondaires possible, que l'animal ait une vie normale, que le propriétaire, le maître, le responsable, n'importe comment on peut l'appeler, profite au maximum de son animal, que ce soit son chien, son chat, son furet, son lapin, jusqu'au bout, et que tout se passe pour le mieux. La meilleure des réflexions que je puisse recevoir à chaque fois, c'est qu'on me dise, si on ne le savait pas, on ne pourrait pas penser, on ne penserait pas qu'il a un cancer. Ou là. Tant mieux, c'est que tout se passe bien, c'est que le traitement se passe bien et qu'on est sur la bonne voie. Merci David pour tous tes conseils. Merci Valérie. J'espère que cet épisode vous aura été utile, qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les bons conseils de Tony et Léon. Vous l'aurez compris, on peut désormais prendre en charge de façon digne un animal atteint de cancer, ce qui peut lui permettre de vivre plus longtemps auprès de vous et surtout de le maintenir en meilleure santé, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et en tout cas, surtout, prenez bien soin de vos animaux et passez du bon temps avec eux. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.